Un jeune tambour se promenait un soir aux abords de la ville où habitaient ses parents. Il longeait la rive d'un lac quand il vit 3 petits morceaux de lin blanc posés sur le sable, Comme elle est fine, cette étoffe. dit-il en fourrant une dans sa poche. Après quoi, il s'en retourna et n'y pensa plus. Durant la nuit, comme il était dans son lit, sur le point de s'endormir, il lui sembla entendre quelqu'un qui l'appelait. Il prêta l'oreille et perçut une petite voix douce qui disait Tambour, tambour, réveille-toi. Il ne pouvait voir personne dans l'obscurité, mais il lui sembla distinguer comme une silhouette qui flottait devant son lit. Que veux-tu? Demanda-t-il. Rends-moi ma petite chemise, celle que tu m'as prise hier soir au bord du lac. Tu l'auras si tu me dis qui tu es. Dit le tambour. Oh, je suis la fille d'un grand roi, mais je suis au pouvoir d'une sorcière qui me tient sur le mont de cristal. Je dois descendre chaque jour pour me baigner dans le lac avec mes 2 sœurs. Mais sans ma chemisette, il m'est impossible de m'en retourner. Mes sœurs sont reparties, mais moi j'ai dû rester. Je t'en prie, rends-moi ma chemisette. Pauvre petite, je te la rends bien volontiers. Il sortit la petite chemise de sa poche et la lui tendit dans l'obscurité. Elle s'en saisit aussitôt et voulut partir. Attends une minute. Peut-être pourrais-je t'aider? Tu peux m'aider en montant sur le mont de cristal et en me libérant du pouvoir de la sorcière? Mais tu n'arriveras pas au mont de cristal. Même si tu arrivais à en approcher, tu ne pourrais pas y grimper. Ce que je veux, je le peux. Et je n'ai peur de rien. Et ton sort m'émeut. Mais je ne connais pas le chemin qui mène au monde cristal. Le chemin traverse la grande forêt où demeurent les ogres. C'est tout ce que j'ai le droit de te dire. Là-dessus, il l'entendit s'enfuir dans un bruissement d'ailes. Le lendemain, de bonne heure, le tambour se leva, mit son tambour en bandoulière et, sans peur aucune, s'en alla tout droit dans la forêt. Au bout d'un petit moment, comme il avait marché sans rencontrer aucun géant, il pensa Il faut que je réveille tous ces paresseux. et, le tambour devant lui, il battit un terrible roulement qui fit s'envoler à grands cris les oiseaux nichés dans les arbres. Et un géant, qui dormait allongé dans l'herbe, se dressa devant lui. Il était haut comme un sapin. Espèce de freluquet! Qu'est-ce qu'il te prend de venir tambouriner par ici en m'arrachant mon meilleur sommeil? Je bats du tambour parce qu'ils sont des milliers derrière moi, auxquels je dois indiquer le chemin. Que viennent-ils faire dans ma forêt, ceux-là? Ils viennent pour te régler ton compte et débarrasser la forêt du monstre que tu es. Pah! Je vais vous écraser tous comme des fourmis! Ah oui? Parce que tu t'imagines peut-être pouvoir faire quelque chose contre eux? Quand tu te baisseras pour en saisir un, il t'échappera aussitôt et courra se cacher. Puis dès que tu seras couché et endormi, ils sortiront de partout pour te grimper dessus. Et comme ils ont tous un marteau d'acier passé dans la ceinture, ils te défonceront le crâne. Le géant prit peur et songea. Oh, si j'ai affaire à cette vermine rusée, ça peut aller mal pour moi. Écoute, mon petit gaillard, si tu déménages d'ici, je te promets de vous laisser en paix à l'avenir, toi et tes compagnons. Si tu souhaites encore quelque chose, dis-le. Je ne demande qu'à te faire plaisir. Tu as de longues jambes et tu avances plus vite que moi. Alors porte-moi jusqu'au monde cristal, et je donne aux miens le signal de la retraite. Ils te laisseront tranquille ce coup-ci. Viens sur mon épaule, puceron. Je vais te porter où tu veux. Le géant le souleva de terre et une fois en haut, le tambour se mit à tambouriner de toutes ses forces. Le géant pensa. Oh, ça doit être le fameux signal de la retraite. Au bout d'un moment, un second géant apparut en chemin, prit le tambour à son compagnon et le mit à sa boutonnière. Le tambour se cramponna au bouton et se mit à contempler gaiement le paysage à la ronde. Alors, ils rejoignirent un troisième géant
qui enleva le tambour de la boutonnière et l'installa sur le bord de son chapeau. Le tambour s'y promenait de long en large, et sa vue s'étendait loin au-dessus des arbres. Et quand il aperçut une montagne dans le lointain bleuté, il se dit « C'est sûrement le mont Cristal. » Et c'était bien cela. En quelques enjambées, ils furent au pied de la montagne, où le géant déposa le tambour. « Hé, porte-moi jusqu'au sommet !» réclama le tambour. Mais le géant secoua la tête, grommela quelque chose dans sa barbe et repartit dans la forêt. Le pauvre tambour se retrouva donc devant le mont de cristal, qui était haut comme 3 montagnes superposées et aussi lisse qu'un miroir, et il ne savait pas du tout comment atteindre le sommet. Il essaya bien de grimper, mais en vain. Il glissait et retombait à chaque fois. « Que ne suis-je un oiseau ?» songeait-il. Mais à quoi bon rêver? Il ne lui poussait pas d'aile pour autant. Et comme il se tenait là, sans savoir quoi faire, il aperçut, non loin de lui, 2 hommes qui se querellaient. Il s'approcha et vit qu'ils se disputaient à propos d'une selle posée devant eux, que chacun voulait. « Quels idiots vous faites !» leur dit-il. « Vous vous disputez pour une selle et vous n'avez pas de cheval !» « La selle en vaut la peine. » répondit l'un des 2 hommes. Celui qui s'assoit et fait le vœu d'être quelque part, se reste au bout du monde, arriva en un instant à l'endroit exact qu'il avait souhaité. Elle est à nous 2 et maintenant c'est à mon tour d'y monter. Mais il ne veut pas me la laisser. « La dispute sera vite réglée !» dit le tambour, qui s'éloigna à quelque distance et planta un bâton dans le sol. « Voilà, dit-il en revenant vers eux. le premier arrivé au but sera le premier à monter. Attention 1, 2, 3, partez !» Tous 2 s'élancèrent, mais à peine avait-il fait quelques pas que le tambour bondit sur la selle, souhaita se trouver au sommet et hop, il y fut en un clin d'œil. Il y avait là-haut un plateau où se dressait une vieille maison de pierre. Devant la maison, un grand étang, et derrière, une forêt sombre. D'hommes ou d'animaux, point de traces. Tout était silencieux. Seul le vent bruissait dans les arbres et les nuages défilaient juste au-dessus de sa tête. Il marcha jusqu'à la porte et frappa. Comme il frappait pour la 3e fois, une vieille au teint brun et aux yeux rouges ouvrit la porte. Des lunettes chaussaient son grand nez. Elle le dévisagea de son œil perçant et finit par lui demander ce qu'il voulait. « L'accueil, le couvert et le gîte. » répondit le tambour. Tu les auras, si tu acceptes en échange d'accomplir 3 tâches. Pourquoi pas? Le travail ne me fait pas peur, si dur soit-il. La vieille le fit entrer, lui offrit un repas, puis, le soir venu, un bon lit. Le lendemain, lorsqu'il fut réveillé, la vieille ôta un dé de son doigt racorni, le tendit au tambour et lui dit « Au travail à présent. Va dehors me vider l'étang avec ce dé. Il faut que tu aies fini avant la nuit et que tous les poissons soient rangés sur le bord par taille et par espèce. » C'est un drôle de travail, dit le tambour, qui se rendit cependant à l'étang et commença à puiser l'eau. Il puisa toute la matinée. Mais quand on puiserait 100 ans, que peut-on faire avec pareille quantité d'eau et un simple dé? Quand il fut midi, il songea. c'est parfaitement inutile et cela revient au même que je travaille ou que je ne travaille pas. Il s'arrêta et s'assit par terre. Alors, une jeune fille sortit de la maison, lui apportant un panier contenant son repas. Elle lui dit « Te voilà assis d'un air tout triste. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il la regarda et vit qu'elle était merveilleusement belle. Bah, je suis incapable de venir à bout de ce premier travail. Qu'est-ce que ce sera avec le reste? Je suis venu chercher une princesse qui doit habiter ici, mais je ne l'ai pas trouvée. Alors je vais m'en aller plus loin. « Reste ici, je vais t'aider. » dit la jeune fille. « Pose ta tête sur mes genoux et dors. Quand tu te réveilleras, le travail sera fait. » Le tambour ne se le fit pas dire 2 fois. Dès qu'il fut endormi, elle tourna un anneau magique à son doigt et dit « Les os en haut.
les poissons hors de l'eau. Aussitôt, les eaux montèrent en brume légère et se dissipèrent parmi les nuages. Les poissons frétillèrent, sautèrent sur la rive et vinrent s'aligner par ordre de taille et par espèce. Quand le tambour s'éveilla, il vit avec étonnement que le travail était fait. La jeune fille lui dit « Parmi tous les poissons, il y en a un à part qui n'est pas rangé avec ceux de son espèce. Quand la vieille viendra ce soir et verra que tout a été fait comme elle voulait, elle demandera « Qu'est-ce que fait ce poisson tout seul ?» Tu prendras le poisson et tu le lui jetteras à la figure en disant « Il est pour toi, vieille sorcière !» Le soir, la vieille revint, et quand elle posa la fameuse question, il lui lança le poisson à la figure. Elle fit comme si de rien n'était et se tut en lui jetant un regard mauvais. Le lendemain, elle dit « Hier, tu as eu la part trop belle. Il faut que je te donne un travail plus difficile. Aujourd'hui, tu vas abattre toute la forêt, débiter le bois et disposer les bûches en piles égales. Et ce soir, tout doit être fini. » Elle lui donna une hache, une masse et 2 coins. Mais la hache était de plomb, la masse et les coins de fer blanc. Dès les premiers coups, la hache se tordit et la masse et les coins s'aplatirent, si bien qu'il ne savait plus que faire. Mais à midi, la jeune fille revint lui apporter son repas et le consola. « Mets ta tête sur mes genoux et dors. Quand tu te réveilleras, le travail sera fait. » Elle tourna son anneau et dans l'instant, la forêt tout entière s'abattit. Le bois se fendit et vint se ranger en piles parfaites. On eût dit que des géants invisibles accomplissaient la besogne. Quand il se réveilla, la jeune fille lui dit « Tu vois, tout le bois est coupé et rangé, mais il reste une branche à part. Et ce soir, quand viendra la vieille, elle te demandera ce que fait cette branche toute seule. Tu l'en frapperas en disant « Elle est pour toi, la sorcière !» La vieille arriva et dit « Tu vois comme la tâche a été facile. Mais cette branche qui reste là, pour qui est-elle ?»« Elle est pour toi, la sorcière !» répondit le tambour en lui en assénant un coup. Mais elle fit comme si elle n'avait rien senti, ricana et dit « Demain, la première heure, tu me rassembleras tout ce bois en un seul tas, tu me l'allumeras et tu le feras brûler. » Le lendemain, il se leva dès le point du jour et commença à rassembler le bois. Mais comment un homme seul pourrait-il déplacer une forêt tout entière? Le travail n'avançait pas. Mais la jeune fille ne l'abandonna pas dans sa détresse. Elle vint à midi lui apporter son repas. Et quand il eut mangé, il posa sa tête sur les genoux de la jeune fille et s'endormit. À son réveil, le bois tout entier brûlait en une gigantesque flamme qui dardait ses langues de feu vers le ciel. « Écoute-moi bien, Dit la jeune fille. quand la sorcière viendra, elle t'imposera toutes sortes de choses. N'aie pas peur et fais sans hésiter ce qu'elle te demandera. Comme cela, elle ne pourra rien te faire. En revanche, si tu as peur, le feu te prendra et te dévorera. À la fin, quand tu auras fait tout ce qu'il fallait, empoigne-la des 2 mains et jette-la dans le brasier. » La vieille s'en revint subrepticement. « Ouh, que j'ai froid. Mais ça, c'est un feu. Comme il brûle et réchauffe mes vieux os, ça fait du bien. Mais je vois là-dessous une bûche qui ne veut pas brûler. Va me la tirer de là. Quand tu auras fait cela, tu seras libre et tu pourras t'en aller où tu voudras. Allez, hop, vas-y. » Le tambour ne fit ni une ni deux. Il sauta au milieu des flammes. Mais elles ne lui firent rien. Il n'eut même pas les cheveux roussis. Il saisit la bûche et la lança de côté. Mais à peine eut-elle touché le sol qu'elle se transforma. Et voici que la belle jeune fille qui l'avait aidé dans ses épreuves se tenait devant lui. Et à ses vêtements de soie et d'or, il vit bien qu'elle était fille de roi. « Tu t'imagines peut-être que tu vas la voir, mais tu ne la tiens pas encore. » S'exclama la vieille avec un rire venimeux. Et déjà, elle s'élançait sur la jeune fille, lorsqu'il l'empoigna des 2 mains, la souleva de terre et la précipita au milieu des flammes qui l'enveloppèrent aussitôt, comme ravie de dévorer une sorcière.
La princesse tourna ses regards vers le tambour, et quand elle vit qu'il était jeune et beau, et qu'elle songea qu'il avait risqué sa vie pour la délivrer, elle lui tendit la main et lui dit « Tu as tout risqué pour moi. Je veux moi aussi tout faire pour toi. Si tu me jures fidélité, tu seras mon époux. Quant aux richesses, nous n'allons pas en manquer. Nous en aurons bien assez avec tout ce que la sorcière a accumulé. » Elle le conduisit dans la maison. Là se trouvaient des coffres et des caisses regorgeant de trésors. Ils laissèrent l'or et l'argent et ne prirent que les pierres précieuses. Et comme elle ne voulait pas rester un instant de plus, il lui dit « Viens t'asseoir sur ma selle. Nous allons voler jusqu'en bas comme des oiseaux. » Cette vieille selle ne me plaît guère. Il me suffit de faire tourner ma bague magique et nous nous trouverons à la maison. Très bien. Alors souhaite que nous nous trouvions tous deux aux portes de la ville. En un instant, ils furent là-bas. Mais le tambour voulut d'abord aller voir ses parents. Attends-moi ici un moment. Je vais d'abord passer donner de mes nouvelles à mes parents. Oh, je t'en supplie, fais bien attention et ne les embrasse pas sur la joue droite en arrivant chez toi. Sinon, tu oublierais tout et je resterais abandonnée toute seule dans la campagne. Comment pourrais-je t'oublier? Ne t'en fais pas. Je te jure de revenir tout de suite. Lorsqu'il pénétra dans la maison paternelle, personne ne le reconnut, car les 3 jours qu'il avait passés sur le mont de cristal avaient en fait duré 3 longues années. Alors il se fit reconnaître, et ses parents étaient si contents de le revoir qu'ils lui sautèrent au cou, et lui était si profondément ému qu'il les embrassa sur les 2 joues, sans plus penser à l'avertissement de la jeune fille. Mais à peine leur eut-il donné un baiser sur la joue droite, que tout souvenir de la princesse s'effaça de sa mémoire. Il vida ses poches et jeta par poignées les énormes pierres précieuses sur la table. Ses parents ne savaient que faire de toute cette fortune pour commencer. Le père se fit bâtir un magnifique château digne d'un prince, entouré de jardins, de forêts et de prairies, et quand tout fut terminé, la mère lui dit « Je t'ai trouvé une femme. Dans 3 jours, nous célébrerons les noces. » Le fils, quant à lui, voulait bien tout ce que voulaient ses parents. La malheureuse princesse était restée longtemps devant les portes de la ville à attendre le retour du jeune homme. Le soir venu, elle se dit qu'il avait certainement embrassé ses parents sur la joue droite et qu'il l'avait oublié. Le cœur rempli de tristesse, elle souhaita habiter une maisonnette isolée au fond des bois et ne voulut pas retourner à la cour de son père. Chaque soir, elle retournait à la ville et passait devant la maison du jeune homme. Il l'aperçut à plusieurs reprises, mais il ne la reconnut point. Enfin, elle entendit un jour les gens dire que les noces étaient pour le lendemain. Alors elle songea. Je vais voir si je peux reconquérir son cœur. Quand arriva le premier jour des noces, elle tourna son anneau et dit « Une robe qui brille comme le soleil. » Aussitôt, la robe fut devant elle, et elle resplendissait tellement qu'on l'eût dit tissée dans les rayons même du soleil. Lorsque tous les invités furent rassemblés, elle fit son entrée dans la salle, et chacun s'émerveilla de la beauté de la robe, en particulier la fiancée. Et comme celle-ci n'aimait rien tant que les beaux atours, elle alla trouver l'étrangère et lui demanda si elle ne voulait pas lui vendre sa robe. Je ne la céderai pas pour de l'argent, mais contre la permission de passer cette nuit devant la porte de la chambre où dormira le fiancé, répondit la princesse. La fiancée, incapable de contenir son envie, accepta, mais elle versa un narcotique dans le vin qu'on servit le soir au fiancé, et il sombra dans un profond sommeil. Lorsque toute la maisonnée fut devenue silencieuse, la princesse se blottit devant la porte de la chambre à coucher, l'entrebâilla légèrement et appela. « Tambour, tambour, écoute-moi. Ne te souvient-il plus de moi? Là-haut sur le mont de cristal, n'étais-tu pas auprès de moi? Gardant tes jours de la sorcière, n'ai-je donc pas veillé sur toi? Mettant ta main dedans ma main, ne m'as-tu pas donné ta foi? Tambour, tambour,
écoute-moi. Mais tout fut vain. Le tambour ne se réveilla pas, et quand arriva le matin, la princesse dut repartir sans avoir réussi. Le deuxième soir, elle tourna son anneau et dit « Une robe argentée comme la lune. » Lorsqu'elle parut à la fête, revêtue de sa robe, qui répandait un doux éclat semblable à celui de la lune, elle suscita de nouveau l'envie de la fiancée, et l'échangea contre la permission de passer la seconde nuit devant la porte de la chambre à coucher. Alors, elle appela dans le silence de la nuit. « Tambour, tambour, écoute-moi. Ne te souvient-il plus de moi? Là-haut, sur le mont de cristal, n'étais-tu pas auprès de moi? Gardant tes jours de la sorcière, n'ai-je donc pas veillé sur toi? Mettant ta main dedans ma main, ne m'as-tu pas donné ta foi? Tambour, tambour, écoute-moi. » Mais le tambour, profondément endormi par la potion, ne put être tiré de son sommeil, et elle retourna tristement au matin dans la maison des bois. Mais les gens de la maison avaient entendu les plaintes de la jeune étrangère. Ils en parlèrent au fiancé et lui dirent aussi qu'ils n'avaient rien pu entendre en raison du narcotique qu'ils avaient versé dans son vin. Le troisième soir, la princesse tourna son anneau et dit « Une robe qui scintille comme les étoiles. » Lorsqu'elle se montra ainsi vêtue à la fête, la fiancée n'y tint plus, éblouie par la splendeur de la robe, qui dépassait encore celle des soirs précédents, et elle songea. Cette robe, je l'aurai, il le faut. La jeune fille l'échangea, comme les autres, contre la permission de passer encore la nuit devant la porte de la chambre du fiancé. Mais le fiancé ne but pas le vin qu'on lui apporta avant le coucher, et il le versa dans la ruelle du lit. Et quand tout fut calme dans la maison, il entendit une voix douce qui l'appelait. « Tambour, tambour, écoute-moi. Ne te souvient-il plus de moi? Là-haut, sur le mont de cristal, n'étais-tu pas auprès de moi? Gardant tes jours de la sorcière, n'ai-je donc pas veillé sur toi? Mettant ta main dedans ma main, ne m'as-tu pas donné ta foi? Tambour, tambour, écoute-moi. » Et soudain, la mémoire lui revint. « Oh » s'écria-t-il. « Comment ai-je pu manquer à ce point de loyauté? C'est ce baiser que j'ai donné sur la joue droite de mes parents, dans la joie de les revoir. C'est comme s'ils m'avaient endormi. » Il bondit, prit la princesse par la main et la conduisit au pied du lit de ses parents. « Voici ma véritable fiancée. En épousant l'autre, je commettrai une grave injustice. » Quand ils apprirent comment tout s'était passé, ils donnèrent leur consentement. Alors, on ralluma les lumières dans la grande salle, on fit venir à nouveau les tambours et les trompettes, on rappela les invités, amis et parents, et les véritables noces furent célébrées dans la liesse générale. On donna, en guise de consolation, les magnifiques robes à l'ancienne fiancée, qui s'en contenta.